Un des paragraphes complémentaires au recodage de données, c'est le paragraphe autour de l'homogénéisation des données. Homogénéiser des données. En fait, on a un souci quand on va commencer à vouloir faire de la data analyse, c'est-à-dire de l'analyse de corrélation et de l'analyse de corrélation complexe, voire même de l'analyse bayésienne, c'est que les variables ne sont pas de même nature, elles n'ont pas les mêmes unités, elles n'ont pas les mêmes étendues, elles sont en fait très différentes les unes des autres. Et quand on va commencer à vouloir les mélanger comme des facteurs à étudier autour de la recherche d'une corrélation donnée, ou autour d'une prédictibilité quelconque, bon, en fait, la différence de variabilité va faire que ces variables ne vont pas peser de la même façon sur l'équation générale, et on va avoir des distorsions qui peuvent amener à des conclusions erronées. Donc une des choses qu'il faut faire quand on veut faire de l'analyse multivariée, c'est de s'assurer qu'en fait les variables ont une certaine homogénéité et notamment une certaine homogénéité dans la variance. Donc il y a plein de façons de faire ça, il y a plein de façons de transformer, hein. On est comme l'homogénéité, l'homogénéisation c'est comme un sous-chapitre du chapitre de recodage des données. On va encore une fois transformer nos données, mais cette fois-ci en essayant d'à la fois homogénéiser les différentes variables et surtout faire sauter la particularité des étendues, la particularité des unités. Hein. On ne va plus parler en unités particulières, hein, on va discuter en variation, parce qu'en fait ce qui nous intéresse dans une variable, c'est pourquoi elle varie, comment elle varie, sur quelle étendue elle varie, et comment classer les individus à un moment sur une échelle. Et on va essayer d'avoir une échelle commune pour pouvoir classer les individus selon plusieurs caractéristiques différentes. Donc la première chose qu'on doit apprendre à faire, c'est normaliser une variable, c'est-à-dire ne plus parler d'une variable selon son unité, mais selon sa variation par rapport à la moyenne. Donc il y a une méthode qu'on va utiliser qui s'appelle le scaling, et qui vise en fait à deux choses. C'est d'étudier une variable au regard, on va la centrer au regard de sa moyenne, hein, on va centrer une variable au regard d'un chiffre, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la variation des chiffres de cette moyenne, des nombres qui sont compris dans cette moyenne, la variation des nombres qui sont compris dans cette moyenne au regard d'un certain chiffre. Et la plupart du temps, ce chiffre, c'est la moyenne. Alors ici, dans le center, soit on met true, et là on parle de la moyenne, soit on met un chiffre particulier, et ce sera au regard de ce chiffre, par exemple 0, hein, la variation au regard de 0. Bon, ça n'a pas trop de sens. En général, dans 99% des cas, c'est au regard de la moyenne. C'est pour ça que la fonction true ici, l'option true ici, permet de faire une variation au regard de la moyenne. Alors on peut faire juste ça, hein, en mettant center true et scale false, et on a un chiffre qui n'est plus le chiffre lui-même, mais qui est sa variation à la moyenne. On va prendre un exemple très concret. On va prendre un exemple tout de suite ici. On va essayer d'appeler, je vais nettoyer ça parce que c'est plus très propre. Voilà, TBL expression. Voilà. On va aller chercher le Facebook share. Voilà, on a les partages Facebook avec énormément de zéros, hein, vous voyez, là on en reparlera tout à l'heure au niveau du ranking. On a les partages Facebook, et si je demande donc cette fonction pour la variable en question, oui, je suis le roi du copier-coller, hein, je tape jamais rien à la main, j'aime ma souris, mais en mettant un scale false pour l'instant, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, ces chiffres sont les chiffres précédents au regard de la moyenne. Et évidemment, qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup de 58, 57, parce qu'en fait, c'est les zéros. Comme la moyenne, c'est 58, 57, et ben 0 moins 58, 57, et ben on obtient moins 58, 57. C'est évident. Et ici, c'est un peu plus que 0. Et donc, on va obtenir une variation au regard de la moyenne. C'est ce qu'il y a de moins que la moyenne. Ici, on voit, il y a un gros chiffre au-delà de la moyenne, donc c'est un gros chiffre. Et donc, on a une variation tout autour de la moyenne. On voit comment ça se répartit autour de la moyenne. On a fixé la moyenne comme une sorte de zéro. On a remonté la barre du zéro et on a fixé la moyenne autour du zéro. Et comme il y avait beaucoup de zéros, on a beaucoup de moins 58. Voilà.
Alors ça ne fait pas sauter l'unité, hein. Ça fait juste recentrer au regard de l'unité. Là, on est passé d'une étude d'un fait, d'un indicateur donné, le nombre de partages Facebook, à en fait une particularité, c'est-à-dire sa variation autour de la moyenne. Et en fait, cette variation autour de la moyenne, on va la rapporter à la variation moyenne, autour de la moyenne. Alors, c'est compliqué à penser, c'est que, en fait, tout ça, c'est des variations à la moyenne. Une fois qu'on a cet écart autour de la moyenne, on va rapporter pour chacun des individus de combien de fois nous avons l'écart moyen. On va calculer l'écart moyen d'un côté et on va rapporter le nombre de fois qu'on a un écart moyen. Et donc vous voyez que là, par contre, l'unité va exploser. Hein, parce que c'est un ratio, hein, une unité divisée par une unité, eh ben, il n'y a plus d'unité. Et donc on peut supprimer l'unité. Et donc là, en faisant la fonction avec un scale through, ça veut dire ramener à l'écart moyen, hein, le scaling c'est ramener à l'écart moyen, on va se retrouver avec une variation qui n'a plus d'unité. Et cette variation, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, en fait, c'est 10% de l'écart moyen, 9% de l'écart moyen, 11% de l'écart moyen, etc., etc. Et on sait que quand on a une distribution normale, ce qui n'est pas le cas ici, mais quand on a une distribution normale, on sait qu'à peu près 95%, j'ai plus le chiffre exact, mais à peu près 95% sont compris entre moins 2 écarts moyens et plus 2 écarts moyens. Moins 2 fois l'écart moyen, plus 2 fois l'écart moyen. Donc vous voyez, la normalité se comprend entre moins 2 et 2. Et donc vous voyez, on a des écarts moyens assez acceptables dans la plupart des cas, sauf à un moment, on va avoir, là il y a beaucoup de zéros, hein, donc on retrouve toujours les mêmes écarts, sauf à un moment, on va avoir des écarts très loin. Alors bon, pour retrouver ça plus proprement, on va faire ça et on va le classer. Voilà, comme ça on va retrouver. Voilà. Ça c'est le plus faible écart. Et on n'a pas les 480. Ok, il faut faire un decreasing pour avoir les premiers, les plus forts en premier. Et voilà. Et là on va avoir évidemment les mouse costauds au tout début. Voilà, là on a 26 écarts moyens, c'est énorme, hein. Et là, vous voyez, ce sont des situations assez exceptionnelles ici. On a vraiment certains postes qui ont eu 2 fois l'écart moyen, ce qui est très rare, 3 fois l'écart moyen, mais jusqu'à 26 fois l'écart moyen. Donc on voit bien qu'ici, il y a à peu près 7, 8, 9, 10 postes qui ont vraiment un comportement rarissime au regard du corps moyen ici, que l'on voit se distribuer. Donc vous voyez, si vous appliquez cette formule à n'importe quelle variable quantitative, vous aurez la même unité. Vous n'aurez peut-être pas la même variance, mais vous aurez la même unité, c'est-à-dire un ratio par rapport à l'écart moyen. Si j'avais appliqué ça à n'importe quoi, on va regarder ici n'importe quelle autre variable. Autre variable quantitative, je ne sais pas, la relevance par exemple, qui n'a strictement rien à voir sur la pertinence du document. Et on a encore une fois des écarts moyens avec certains écarts extraordinaires ici. On a à peu près ici beaucoup plus de documents qui ont des écarts extraordinaires. Des pages qui ont un comportement anormal au regard de la relevance. Bon, on fait comme si la variable avait une répartition normale. Donc vous voyez,
on parle de deux choses différentes et pourtant on a créé une échelle qui est comparable, qui n'a pas d'unité et qui a une variance quand même relativement comparable si on enlève les cas exceptionnels. Si on enlève les cas exceptionnels, plus de 2, on a une variance quand même relativement comparable. Et donc on va pouvoir mieux comparer ces deux éléments. On parlera tout à l'heure des cas exceptionnels. Voilà, ça c'est une première façon de normaliser une variable, à condition qu'ensuite on enlève les cas exceptionnels, on se retrouve avec quelque chose qui a une variance assez homogène et qui a surtout la même échelle. Et donc on va pouvoir étudier le fonctionnement de cette variable. La deuxième technique est de ne pas parler en termes de variable, d'unité, mais de rang. Là encore, quelle que soit la variable que vous utilisez, elle a un certain rang. Il y a le premier, il y a le dernier. Il y a ceux qui se retrouvent au milieu, il y a ceux qui se retrouvent au début, parmi les plus faibles, il y a ceux qui se retrouvent à la fin, parmi les plus forts. Et donc au lieu de parler d'unité, on va parler de rang. Et ça va être très intéressant parce que quand vous allez convertir toutes les variables en rang, elles auront la même unité, la même étendue, puisque justement c'est du premier au dernier. Donc comme on parle des mêmes variables d'un même set de données, ils ont les mêmes étendues. Et ils n'auront peut-être pas la même variance, mais ils auront une variance assez homogène. Donc là, je vous prends un exemple artificiel pour que ça soit très clair. Voilà une variable qu'on aurait enregistrée, une variable de n'importe quoi. Là, l'unité, on s'en fiche. Donc voilà, je la crée, j'appelle ma variable. Hop, la voilà. Et puis je vais la classer. Voilà ce que va faire le rang. D'abord, il va la classer du plus petit au plus grand. Vous voyez, donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième. Ok. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a une petite difficulté, c'est que là, pourquoi on appelle celui-là le troisième, et celui-là le quatrième, celui-là le cinquième? Si lui s'était trouvé ici, on l'aurait appelé le troisième. Donc là, on va avoir une petite difficulté, ce qu'on appelle les queues. Quand on va avoir des queues comme ça, c'est-à-dire des chiffres qui se répètent, on ne sait pas comment classer ces chiffres. Parce que tous ont le droit d'être troisième, tous ont le droit d'être quatrième. Donc là, il n'y a pas d'école, on va voir plusieurs cas possibles. Bon, la première chose que l'on va faire, c'est d'abord de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire, comment on convertit en rang, et qu'est-ce qu'on va faire des NA en question. Est-ce qu'on les compte, est-ce qu'on les compte pas, est-ce qu'un NA ça vaut rien, est-ce que ça reste un NA, etc., etc. Donc, on va d'abord les garder. Donc on va appeler la variable en question, et on va dire que le NA, on va les garder tels quels. On va les mettre en NA. Et par contre, qu'est-ce qu'on va faire quand les chiffres se répètent? Eh bien, vous avez plusieurs solutions. Une des solutions les plus courantes, c'est de faire la moyenne des rangs. Je m'explique. Vous voyez qu'ici, il est le rang 3, le rang 4, le rang 5 et le rang 6. On va additionner 3, plus 4, ça fait 7, plus 5, ça fait 12, plus 6, ça fait 18, et il y a 4 éléments, donc 18 divisé par 4, ça fait 4,5. Donc on va donner 4,5 à tous ces bonhommes. Ça va être sympa, on va donner 4,5 à tous les bonhommes. Et puis ici, il n'y a pas d'autres répétitions, sauf les NA, mais les NA, on a dit qu'on les gardait tels quels. Donc on va faire ça. Et vous voyez qu'il y a un 4,5 ici, 4,5 ici. Et si on veut retrouver exactement dans la version rangée, vous allez mieux comprendre. Hop. Donc voilà. Le premier chiffre est devenu le rang 1, le deuxième chiffre est revenu dans le rang 2. Le troisième au sixième, comme c'était les mêmes, on a fait la moyenne, ils sont devenus le rang 4,5. Puis, on a compté, on était au sixième. Ce chiffre-là, c'était le septième, il est devenu le septième. Lui, le huitième, il est devenu le huitième. Lui, le neuvième, est devenu le neuvième. Lui, le dixième, est devenu le dixième. Et puis, on a laissé les NA en format de NA. Ils sont restés tels quels NA ici. Si, évidemment, je demande la fonction first, le premier arrivé, et il va lui donner le premier rang. Donc on voit ici que celui-là est en troisième. Et donc celui d'après,
il va lui donner le rang d'après. 4, 5, 6. Très naturellement, nous, humainement, c'est ce qu'on fait, hein. On compte les rangs comme ça. Donc ça aussi, c'est une version courante. La seule difficulté de cette version par rapport à la moyenne, c'est qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi lui s'appellerait 6, il est un rang 6, parce que c'est un chiffre, hein, et lui, il est un rang 3. On ne peut pas dire que lui, c'est 2 fois plus que lui. Donc on crée une variation artificielle. Cette variation artificielle peut poser problème, surtout s'il y a un moment, il y a énormément de chiffres identiques. Imaginons qu'ici on est 213, le 200e se retrouverait au rang 200, enfin 203 même, et lui se retrouverait au rang 3. Donc ça voudrait dire que le 203e, on va dire de lui qu'il est bien plus puissant que celui-là, alors qu'en fait, dans la réalité, ils sont identiques. Donc ça marche si seulement il n'y a pas trop de répétitions, s'il n'y a pas trop de chiffres qui reviennent constamment. Et là, on va le faire, on peut le savoir en utilisant la fonction table. Hein, si la fonction table, on lui met varie, il va nous donner le nombre d'effectifs par nombre. Et il va nous dire, là, il y a 4 13. Donc, vous voyez, si ce chiffre n'est pas trop disproportionné, on peut utiliser la fonction fierce. S'il devient énorme, disproportionné par rapport aux autres, elle est très délicate, vaut mieux utiliser la fonction moyenne. Une autre technique est d'utiliser la fonction random, enfin le paramètre random, depuis tout à l'heure je dis fonction, mais c'est le paramètre, et là il tire au hasard, et là comme je les ai re-rangés, il les a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais là il les a répartis au hasard. Hein, lui il lui a peut-être donné le 3, à lui il a peut-être donné le 5, etc., etc. Là encore une fois, il faut évidemment, dans ces fonctions, qu'il n'y ait pas trop de chiffres qui se répètent. Or, vous l'avez vu hein, tout à l'heure, on avait vu que dans le TBL expression, alors pourquoi je déteste quand le voilà, Facebook share, il faut faire très attention à ça, parce que tout à l'heure, par exemple, on a vu qu'il y avait énormément de zéros. Énormément de 0, énormément de 1, énormément de 2. Si je fais ici un table, on voit bien qu'il y a énormément de 0, énormément de 1, énormément de 2. Donc là, vraiment, utiliser la fonction first ou random poserait vraiment de vrais problèmes, parce qu'il différencierait les zéros. On aurait des zéros qui ont 539 en rang, et d'autres qui auraient 1. Donc ça n'a pas grand sens, en fait. On créerait artificiellement une énorme étendue de zéros. Ça n'aurait vraiment pas grand sens. Donc là, ça pose problème. Alors ce qu'on peut faire, c'est pour ne pas prendre de risques dans ce cas-là, c'est plutôt choisir une fonction min. On prend le plus bas des rangs et on l'applique à tous ceux qui sont identiques. Vous voyez, on a rencontré au rang 3 le 13, et donc tous les 13 seront au rang 3. Alors, voilà, le ranking va permettre, bon, on va pas faire toutes les options, le ranking va permettre de faire sauter l'unité, mais c'est délicat sur la variance parce qu'elle va modifier la variation des chiffres en ajoutant une information qui est en fait artificielle. Et donc c'est pour ça que la moins risquée en général, c'est moyenne, hein, parce que on va synthétiser un ensemble de chiffres identiques à leur rang moyen, et ça, en général, ça ne porte pas trop de perturbations à la variation. Si j'avais appliqué ça, par exemple, à justement TBL expression, Facebook share, on va se retrouver avec un truc comme ça. Voilà, un rang moyen. Vous voyez. Et on se retrouve, au lieu d'avoir un 0, on se retrouve déjà avec un chiffre moyen qui n'est pas 0. Ça peut beaucoup servir, notamment dans certaines fonctions. Le deuxième chiffre autour de 568, 673. Et vous voyez, on n'a plus, ici, on n'a plus de valeur aberrante. On n'a plus d'outlier parce qu'en fait, c'est des rangs.
Donc le chiffre peut être astronomique, il n'est que le plus fort de son rang, c'est-à-dire ici, si je fais un decreasing, égale true, vous voyez, ici, on a fait sauter ici les chiffres aberrants, parce qu'ils sont juste à leur rang. Et donc, on va vous montrer un truc vraiment très intéressant. Vous voyez, si je fais un box plot pour voir la répartition, elle est apparue ici. Alors, attendez. Voilà, le Facebook Share, hein, c'est un vrai problème parce que tout le monde est à 0, tout le monde est à 1, et puis il y a plein de solutions qui sont extraordinaires, qui sont anormales, au regard justement de l'écrasement 0,1. Tout apparaît anormal puisque tout le monde a 0 ou 1, donc dès qu'on a quelque chose, on fait partie des anormaux. Alors que si on doit faire par exemple une régression linéaire sur ce genre de variable, ça pose vraiment problème. Imaginons qu'on ait fait à un moment un box plot moyen, average. Qu'est-ce qu'on découvre? On va découvrir ça. Hein, on va découvrir un paquet ici, un deuxième paquet ici, et puis il n'y a plus de valeur aberrante. Hein, il y a le quatrième paquet qui est ici. Hein, on n'a pas de quartile parce qu'en fait il y a beaucoup de zéros. Et donc ça c'est une variable qui est un peu plus explicite. On saute là, là, et puis après on a un long dégradé ici du quatrième quartile. Voilà. Et on pourrait même imaginer évidemment qu'on scale tout ça. Le truc complètement fou, ça serait de scaler ça. Et voilà. Et là, alors là, scaling plus rank, là on peut vraiment comparer les variables les unes avec les autres. Parce que si je fais ça, le Facebook Share, et que je le compare au relevance, vous voyez, là on va, par exemple, au relevance, on se retrouve avec des choses qui sont comparables. Hein. Vous voyez, ça va entre moins 1,5 et plus 1,5 ici. Et si je prends juste avant, on se retrouve avec quelque chose qui va de moins 1 et quelques à 1,5. Et donc tout d'un coup, on a des variations qui sont comparables. Donc là, ça devient intéressant. Bon, ça c'est le rang. On a vu tout à l'heure la normalisation de variables, le rang. Maintenant, on va regarder ces fameuses valeurs aberrantes. Hein. Une autre façon, soit on garde les valeurs aberrantes et on normalise les variables, soit on les détecte parce qu'elles nous intéressent en soi, pour faire une catégorie particulière, ou on veut les supprimer, etc., etc., etc. Donc, les valeurs aberrantes, comment va-t-on les définir?